Bonjour à tous, c'est Antoine, et avant de commencer, laissez-moi vous dire qu'Écran Large a désormais un podcast. Ça s'appelle La Réu, ça sort tous les jeudis matins, et vous pouvez y retrouver l'équipe qui débat sur des sujets aussi divers que la carrière de Ryan Gosling, les films de requins ou la saga Indiana Jones. Le lien est en description, donc n'hésitez pas à aller y jeter une oreille. Mais aujourd'hui, c'est surtout le retour de notre émission Le Doigt dans le Culte, pour laquelle j'avais envie de vous parler de District 9. Déjà parce que c'est un film que j'adore, mais aussi et surtout parce que ça reste une pure anomalie de cinéma qui aurait pu totalement bouleverser l'industrie. Je vous explique. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire Le temps de récolter mon chèque pour Audible. Laissez-moi vous conter l'histoire de Petit Antoine. Petit Antoine, qui jamais n'est devenu grand, avait 12 ans et commençait à aller plus régulièrement au cinéma. Un jour, il vit dans la rue une étrange affiche, avec un vaisseau spatial au-dessus d'une ville et ces mots, aux airs de poèmes rassurants, Peter Jackson présente. Ni une ni deux, la curiosité de Petit Antoine l'amena à demander à sa maman de l'argent de poche pour pouvoir se rendre à son cinéma de quartier durant le week-end. Et là, ce fut le choc. La sensation d'avoir vu quelque chose d'inédit, de neuf et pourtant de si familier. Comme si quelqu'un le comprenait enfin, ce film avait réuni tout ce qui passionnait Petit Antoine. De la SF inventive, des gros guns du futur, des mutations crado ou encore des gros mechas. Le tout avec un propos politique et vachard qui plaisait à son petit cœur de préado pseudo-rebelle. Il pensait soudainement aux animés qui avaient fait sa jeunesse ou encore à ses parties sur la PS2 de ses amis, puisque ses parents refusaient de lui en acheter une. Ce fut le coup de foudre et la promesse de suivre de très près la carrière de ce jeune cinéaste prometteur du nom de Neil Blomkamp. Petit Antoine sortit de la salle de cinéma transformé comme s'il était enfin devenu un homme. Un petit homme d'1m65, mais un homme tout de même. Et avec Neil Blomkamp, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Ou presque. Comme vous l'aurez deviné, District 9 est un film majeur de ma cinéphilie. Depuis sa sortie en 2009, le film n'a cessé de m'accompagner et je le redécouvre régulièrement avec un plaisir intact, ce qui n'est pas donné à tous les films de mon enfance. Et en même temps, District 9 est un film qui est malgré lui teinté d'une certaine tristesse. Pas tellement pour ce qu'il est, mais pour ce qui l'entoure, ou plus précisément pour les promesses non tenues qui ont accompagné son succès. Et c'est avant tout ça que j'ai envie d'explorer dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est primordial que je revienne sur le film et sur ce qu'il a représenté pour des gens comme moi. Le coup de génie de District 9, c'est bien évidemment le choix de son contexte, qui exploite l'Afrique du Sud natale de son réalisateur Neil Blomkamp pour donner un coup de polish au code assez éculé de l'invasion extraterrestre. Alors qu'un vaisseau alien débarque dans le ciel de Johannesburg, ses occupants, surnommés les crevettes, sont parqués dans un bidonville, ce qui engendre une nouvelle forme de racisme institutionnalisé. Dans tout ce bazar, District 9 démarre sur une promesse de relocalisation des crevettes dans un camp de concentration, le District 10, c'est bien, vous suivez. Cette responsabilité est donnée à notre héros du jour, Vicus van der Merwe. Mais pas de chance pour ce pur connard corporatiste, il va se retrouver aspergé par une substance chelou qui le transforme petit à petit en crevette et qui l'amène dans le camp des opprimés. Vous pourrez me dire que les fables de science-fiction servent toujours une réflexion politique pour nous rappeler qu'on vit dans une société. Mais District 9 choisit la forme très assumée de la parabole Rentre-dedans, qui réécrit à sa manière l'apartheid, cette ségrégation raciale et ethnique dont le spectre plane encore sur l'histoire de l'Afrique du Sud. Neil Blomkamp a lui-même grandi à Johannesburg à la fin de l'apartheid, jusqu'à ce que la ghettoisation de certains quartiers et la criminalité n'amènent sa mère à déménager au Canada, où il a fait des études en effets visuels. En tout cas, les stigmates de l'apartheid se ressentent encore, et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la majeure partie de District 9 a été tournée dans le véritable bidonville de Chiawelo, qui est lui-même rattaché à la banlieue de Soweto. Et Soweto, c'est un peu l'un des symboles forts de l'apartheid, puisqu'elle a été créée dans les années 30 pour séparer les Noirs des quartiers blancs. Et pour la petite anecdote, c'est là que Nelson Mandela est né. Très vite, Neil Blomkamp a tenu à revenir dans sa ville natale, afin justement d'en faire un objet de cinéma. Et lorsqu'il se lance dans l'écriture de District 9, sa fable politique résonne pas mal avec l'actualité, puisque l'Afrique du Sud questionnait l'arrivée massive d'immigration venue des pays frontaliers, à savoir le Mozambique et le Zimbabwe. En bref, les questions de criminalité ou d'accueil de la misère du monde façon CNews étaient de nouveau mises sur la table, mais avec un nouveau bouc émissaire. Et c'est exactement ce que sont les aliens de District 9, des boucs émissaires chétifs et impuissants, bien loin des envahisseurs ultra balèzes habituels. Faut même se rappeler du contexte, parce qu'en 2009, le cinéma américain utilise encore la SF pour métaphoriser le traumatisme du 11 septembre et faire de la Terre ce territoire fragile qui résiste à l'assaut répété des tripodes de la guerre des mondes ou des Transformers. A l'inverse, Neil Blomkamp amorce un autre rapport de force, en faisant de l'humanité le véritable antagoniste du film, qui oppresse une autre espèce pour laquelle on nous demande d'avoir de l'empathie.
C'est assez courageux, d'autant qu'il ne choisit pas la facilité avec son design pour les crevettes, qui mis à part leurs yeux globuleux, partagent peu de traits avec les humains, ce qui aide pourtant souvent à l'identification. Bon, à moins que vous vous identifiez à Cthulhu ou Davy Jones, mais ça c'est votre problème. Mine de rien, District 9 sort quelques mois avant qu'Avatar ne vienne entériner la même problématique, en condamnant l'humanité et son comportement de violent consumériste irrécupérable. Il y a quelque chose d'assez désespéré et de nihiliste là-dedans, et Blomkamp l'aborde avec une écriture de sale gosse qui se retrouve aussi dans l'action et dans son protagoniste vraiment passionnant. Parce qu'en réalité, c'est peut-être son protagoniste qui est la vraie prouesse du film. Vicus est traité comme un mec profondément antipathique. C'est bien aidé par le jeu outré de Sharlto Copley, mais aussi par les choix assez bourrins de l'écriture. C'est un bête gras de papier, lâche, raciste et incompétent, et qui ne doit sa réussite qu'au piston de beau papa. Ok, c'est pas le plus finaux, mais franchement, faut le tenir et avoir suffisamment confiance en son concept pour espérer que le public adhère à ce point de vue détestable. Mais c'est là que District 9 brille le plus. Plutôt que de sombrer dans un postulat totalement manichéen, il nous oblige à nous mettre dans la peau d'un mec lambda qui cautionne l'injustice d'un système dans lequel il est. Très souvent, dans ce genre de récit, le héros est finalement plus ignorant qu'autre chose et se met à résister une fois qu'il sait ce qui se cache derrière la façade de sa société. Mais pas là, puisque Vicus est au courant de la situation des crevettes et du fait que le District 10 n'est pas plus vivable que le bidonville duquel on veut les dégager. Jusqu'au bout, la narration va pouvoir évoluer et se permettre des péripéties parce qu'il fait les choix les plus égoïstes, au point où sa rédemption ne se fait que dans la dernière ligne droite du récit. Vicus n'est pas qu'un être passif devenant soudainement révolutionnaire, il est le rouage actif d'un système répressif, mais comme nous le serions sans doute si ce système était la norme. En tout cas, Neil Blomkamp utilise sa base de science-fiction comme le font les meilleurs films du genre, comme quelque chose d'aussi inventif qu'hargneux sur le plan politique. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que District 9 est un film qu'on peut considérer comme militant, mais à plusieurs niveaux interconnectés. Il y a ce que ça raconte, mais il y a aussi sa manière de le faire, au travers d'un summum de vrais films pop. Et pop, ça ne veut pas dire que c'est bête mais pas prise de tête. Non. Pop, ça veut dire que ça relève de la culture populaire, d'un mix d'influences qui sont rassemblées et mélangées sans hiérarchie. Et quand on voit la vision qu'Hollywood a régulièrement de cet aspect pop comme d'un truc réducteur, cadenassé et traité avec dédain, on se dit que District 9 n'en est que plus libéré. La satire et la comédie se mêlent à l'action débridée et au body horror. Perso, je me suis toujours parmi des ongles qui se détachent. Et en plus, le tout ancre cet ensemble dans une forme hybride, où le faux documentaire transite petit à petit vers une mise en scène où les caméras n'existent plus dans l'univers du film. Neil Blomkamp s'amuse de sa multitude de sources d'images et du pseudo-réalisme de sa démarche pour mieux la bazarder en cours de route et entrechoquer des plans hétérogènes. Et au milieu de tout ça, il y a bien évidemment ce qui fait le plus kiffer dans District 9, à savoir ses inspirations assez évidentes du côté de la pop culture japonaise et du jeu vidéo, avec son gros robot, ses flingues du futur et ses designs qui rappellent les meilleurs jeux d'action. Je pense sincèrement qu'au-delà du plaisir geek généreux, il y a une forme de doigt d'honneur au normativisme hollywoodien, parce qu'à l'époque, pas grand monde ne comprenait cette culture, et le préado que j'étais a eu cette sensation grisante qu'enfin, un mec avait été capable de transcrire une sorte de créativité transmédiatique dans un seul film. Et ce n'était pas un blockbuster américain, mais un film venu d'Afrique du Sud, et budgété à seulement 30 millions de dollars. Et bon là, je fais comme si ce n'était que de la théorie, mais District 9 est bien né d'une frustration. La frustration qui nous a privés d'un film adapté du jeu vidéo Halo, sur lequel Neil Blomkamp était pendant un temps rattaché. Parce que bien avant son premier long métrage, le bonhomme avait déjà été repéré pour ses travaux assez novateurs dans la publicité. En particulier cette fameuse pub pour la marque Citroën, qui pour rappel est sortie en 2004, soit 3 ans avant le premier film Transformers. Et c'est toujours aussi cool. Et au-delà de ça, Blomkamp a aussi profité de l'émergence de YouTube pour y poster ses premiers courts-métrages, où il expérimentait des concepts originaux en même temps que des effets visuels ambitieux. Parmi eux, il y a bien sûr Alive in Joburg, qui est en fait la base de District 9. Le réalisateur s'y amuse avec de vraies images de documentaires sur l'apartheid pour mieux les mêler aux siennes et ainsi créer une totale uchronie avec des aliens. Alive in Joburg sort en 2006 et déjà on y perçoit ce qui est passionnant dans le cinéma de Blomkamp. Et c'est pas juste qu'il sort des circuits traditionnels du court-métrage pour aller sur YouTube, ça tout le monde lui a vite emboîté le pas. Mais cette soif de nouveaux outils s'accorde avec sa volonté d'hybridation, à la fois de ses inspirations et des régimes d'image. Le cinéma de Blomkamp, c'est un cinéma en quête d'une mutation franche, autant d'un point de vue technique que thématique. District 9 y va d'ailleurs à fond, puisque la transformation de Vicus façon Cronenberg devient le moteur du récit, et oblige à considérer autrement le corps humain et ses limites, dans un audiovisuel de plus en plus bouleversé par la place qui prend le numérique. En tout cas, un réalisateur l'a bien compris, puisque Peter Jackson, qui ressortait alors du succès massif du Seigneur des Anneaux, cherchait à s'entourer de nouveaux poulains pour reproduire le miracle de sa trilogie. Pour lui, Neil Blomkamp avait cette même niaque, cette absence de concession et cette créativité orientée vers la pop culture.
Donc quand Jackson se retrouve affilié au projet Halo, il propose de le produire et d'accompagner son apprenti à la réalisation. Blomkamp a même l'occasion de s'essayer à l'exercice au travers du sympathique court-métrage Halo Landfall qui a servi d'outil promo au jeu Halo 3. Malheureusement, le film Halo ne verra jamais le jour, la faute à une stratégie bien pourrie de la part de Microsoft, les détenteurs de la marque, qui étaient persuadés d'avoir la plus grosse poule aux œufs d'or du moment. Alors faut que je vous le raconte parce que c'est assez hilarant. En gros, le scénario d'Halo a été confié à Alex Garland, le scénariste de 28 jours plus tard et futur réalisateur d'Ex Machina et d'Annihilation. Excusez du peu. Microsoft a ensuite envoyé ce traitement en grande pompe à tous les studios hollywoodiens, sauf Sony pour des raisons évidentes. Mais le truc c'est que pour ça, ils ont envoyé des coursiers déguisés en Master Chief et en ne donnant que 24 heures aux décisionnaires pour faire une offre. Une offre qui devait au passage respecter un contrat qui stipulait entre autres que Microsoft toucherait 15% des recettes totales du film, qu'il garderait l'entièreté des droits sur les produits dérivés et qu'il conserverait le contrôle créatif sur le film. Je vous laisse donc imaginer la réponse envoyée par les studios hollywoodiens. Non. Forcément, Jackson et Blomkamp en sont ressortis déçus, surtout que le projet était bien lancé en interne. Mais Jackson a insisté pour qu'ils travaillent quand même ensemble en marge d'Hollywood et Blomkamp n'a pas traîné pour proposer une adaptation de Live in Joburg sur grand écran, avec en prime la possibilité de recycler des concept art et des designs du film Halo. Donc si vous trouvez que District 9 est l'une des meilleures adaptations indirectes d'un jeu vidéo, c'est parce qu'au fond, c'est un peu le cas. Et elles étaient là les deux promesses incroyables du film. D'un côté, vous aviez l'émergence supposée d'un auteur fascinant et moderne, adoubé par l'un des plus grands cinéastes de son temps. Et de l'autre, l'émergence d'un nouveau type de film, à la fois super ambitieux et indépendant, et tourné vers les trouvailles des nouveaux médiums. Sauf que, comme je le disais en introduction, District 9 évoque maintenant une forme de tristesse, parce que ces deux promesses ont été piétinées, comme la plupart de nos rêves d'enfants. Le miracle du film, il est assez difficilement quantifiable, mais c'est sûr que le poids de Peter Jackson à la production a aidé, couplé à la débrouillardise de l'entreprise et à une équipe technique jeune mais très investie. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que District 9 n'a coûté que 30 millions de dollars, rien que pour ses effets visuels qui n'ont pas pris une ride et pour son climax digne d'un blockbuster. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de Jackson dans ce succès, lui qui avait justement mis des années à construire sa réputation à coups de projets malins et fauchés avant de tester des échelles de production et des technologies toujours plus imposantes. Mais sans lui, il faut bien admettre que Neil Blomkamp n'a jamais su transformer l'essai. Étant donné que District 9 a rapporté à l'époque plus de 200 millions de dollars au box-office, il était logique qu'Hollywood fasse appel aux jeunes prodiges. Et Blomkamp a cru, un peu naïvement sans doute, qu'on allait lui filer un chèque en blanc. Du coup, qu'on aime ou pas ces deux films suivants, Elysium et Chappie, il est indéniable que leurs productions n'ont pas été sans accroc. Et Blomkamp est le premier à le reconnaître. Il n'a jamais vraiment su s'accorder avec ses producteurs et son absence de concession n'a fait qu'amener des problèmes à chaque étape plutôt que des tentatives de solution. Alors perso, j'ai une certaine sympathie pour Elysium lorsqu'il fait de la pure SF bourrine et décomplexée, mais c'est sûr que la hargne politique de District 9 est noyée dans un scénario beaucoup plus bateau et neuneux sur la lutte des classes. En bref, la liberté créative dont s'est toujours affirmé Blomkamp n'a jamais pu fonctionner avec les carcans d'Hollywood. Et je ne comprends pas trop pourquoi il s'est entêté, surtout avec des grosses franchises forcément moins malléables. Alors attention, je suis le premier à penser que le fameux Alien 5 qu'il devait réaliser avait l'air très excitant sur le papier, et il est clair que son annulation de dernière minute a de quoi faire rager. Mais c'est un peu le jeu malheureusement. Et Blomkamp a surtout confirmé qu'il ne s'est jamais remis de ses échecs, ce qu'il n'a pas manqué de rappeler avec son retour en fanfare sur Gran Turismo. Alors je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet, mais pour moi ça a été la douche froide de trop. Alors que ça y est, il s'attelait enfin à une adaptation directe de jeux vidéo, ce qu'on fantasmait depuis Halo. Mais le résultat final est franchement lisse et très propre, et selon moi, il se plante sur le plus important, la mise en scène des courses à la manière d'un jeu vidéo, alors que c'est là-dessus qu'on l'attendait. Est-ce que ça affirme que Neil Blomkamp n'était l'homme que d'un seul grand film ? Peut-être, et c'est la première déception qui accompagne aujourd'hui District 9. Mais la deuxième est encore plus importante, car le film aurait pu servir de porte-étendard au projet plus vaste de son réalisateur et de Peter Jackson, créer de nouveaux horizons de cinéma. Pour rappel, dans les années 90, personne ne voulait faire Le Seigneur des Anneaux à Hollywood, ou du moins pas dans les conditions optimales que réclamera Peter Jackson. L'avantage, c'est que Jackson venait de la Nouvelle-Zélande, où il était devenu d'année en année un cinéaste majeur, jusqu'à y fonder sa propre société de post-production, Weta. En bref, Jackson avait réussi à faire de la ville de Wellington un petit Hollywood, un pôle de cinéma indépendant, et beaucoup estiment a posteriori que le miracle du Seigneur des Anneaux tient au fait que Jackson a pu faire son truc dans son coin, en n'ayant pas tant de comptes à rendre que ça. Et la suite de l'histoire, on la connaît. Weta est aujourd'hui le roi en ce qui concerne les effets spéciaux pratiques et les effets numériques, et Peter Jackson a fait de son cocon de cinéma un incontournable où se rendent beaucoup de productions américaines, à commencer par Avatar.
Mais son ambition était d'aller encore plus loin et de permettre à des auteurs comme Neil Blomkamp de façonner ensemble d'autres endroits comme Wellington. Avec District 9, il était évident que le duo voulait recréer cette dynamique à Johannesburg. Et même si Blomkamp y retournera pour Chappie, on est loin du résultat escompté. Pire encore, la Nouvelle-Zélande est désormais loin d'être cette terre résistante face à l'ogre hollywoodien. Ce tournant, il s'est fait avec les années 2010, soit juste après la sortie de District 9. Pour vous la faire courte, le premier Avatar a pas mal conditionné la délocalisation de certaines productions américaines très chères, notamment parce que la main-d'œuvre y était moins coûteuse. Quand Peter Jackson a commencé le chantier que serait la trilogie du Hobbit, les artistes et surtout les acteurs néo-zélandais se sont dit que c'était l'occasion parfaite pour négocier de meilleurs droits de travail, étant donné que c'était pas bien la folie dans le domaine. Ce qui a amené les syndicats à se mettre en grève et même pour certains à boycotter le Hobbit en attente de négociations. Bon, comme vous pouvez vous en douter, ça s'est pas passé comme prévu puisque les connards de la Warner ont fait pression et ont menacé que le tournage du Hobbit soit carrément délocalisé si les grèves traînaient. Sauf que l'œuvre de Tolkien est devenue un élément touristique et identitaire majeur du pays, donc hors des questions que ça arrive. C'est pourquoi le gouvernement de l'époque, plutôt penché à droite, n'a pas hésité à mettre en place la loi Hobbit. Si, ils l'ont vraiment appelé comme ça. Pour résumer, ça déroulait le tapis rouge aux majors américaines en appauvrissant pas mal de lois pour les travailleurs tout en offrant des réductions de taxes aux studios. Si vous voulez plus d'infos à ce sujet, je ne peux que chaudement vous recommander la trilogie de vidéos que la géniale Lindsay Ellis a consacrée à la production du Hobbit. Mais en gros, l'industrie locale en a été profondément affectée. Et disons qu'aujourd'hui, elle sert surtout les intérêts des productions à 300 millions de dollars comme Avatar 2, ce qui casse un peu les couilles. Et je dis ça alors que j'adore le film au point où je fais des montages de paille à canne sur de la musique pop. Surtout que si Avatar 2 est à n'en pas douter un méga laboratoire pour James Cameron et Weta, ces expérimentations ne concernent plus des films plus petits. C'est pour ça que District 9 est plus que jamais à voir comme une anomalie de cinéma. Un diamant noir qui devait être le chef de file d'une nouvelle industrie qui malheureusement ne verra jamais le jour. On pourrait néanmoins affirmer que Neil Blomkamp est parvenu par la suite à avoir un laboratoire de la sorte après ses déconvenues hollywoodiennes. Cette société, il l'a appelée Oats, et le principe était de réaliser en totale autonomie des courts-métrages divers et ambitieux avec de la SF et du fantastique. Ça va de la petite pastille humoristique chelou à des gros morceaux de 20 minutes bourrés d'effets visuels. Le principe, en mettre plein la vue et reproduire la méthodologie de Live in Joburg, en trouvant des concepts forts qui pourraient potentiellement être déclinés en long métrage. Le truc, c'est que Oats devait se faire en partenariat avec la plateforme de jeux vidéo Steam avant qu'elle ne décide d'annuler le projet. Blomkamp avait donc sur les bras des films finis qu'il a juste postés gratuitement sur YouTube. Et même si la plupart sont très cool, là n'est pas la question, on ne peut pas dire qu'Oats ait été une expérience si concluante, puisqu'elle n'a jamais trouvé de modèle économique viable pour s'imposer. Blomkamp a même essayé via du financement participatif de produire une version en long métrage d'un des courts très appréciés qui s'appelle Firebase. Donc jusqu'au bout, il a essayé de retrouver la magie de District 9. Mais la mayonnaise n'a malheureusement jamais pris. Mais peut-être qu'au fond, j'aime encore plus District 9 pour ça. Parce qu'il est un film unique, qui a réussi comme aucun autre à capter le pouls de son époque et un carrefour d'influence qui ne demandait qu'à être investi. On nous reproche parfois de beaucoup nous attarder sur le box-office et sur l'état de l'industrie plus que sur les films en eux-mêmes. Mais l'analyse thématique et émotionnelle qu'on peut faire d'une œuvre dépend aussi de son contexte, de ce qui l'entoure. Aucun film n'existe dans un vase clos, et c'est sans doute ce que j'avais envie d'exprimer via cet exemple. District 9 est un miracle de cinéma, et savoir ce qu'il représente aujourd'hui me donne envie de le chérir encore plus. Mais vous savez ce que vous pouvez chérir encore plus ? Écran large bien sûr. Pour qu'on reste un beau média libre et indépendant, on a besoin de votre soutien. Alors déjà, si vous likez, partagez cette vidéo, c'est super. Mais sur le site, on propose également un abonnement qui vous donne accès contre quelques euros par mois à plein de dossiers exclusifs chaque semaine. Le lien est en description. Et sur ce, je vous laisse, je pars continuer d'écrire la biographie de Petit Antoine. Allez, ciao!